Salut à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être. Et aujourd'hui, on est parti pour un nouvel épisode du podcast mise à jour personnelle. On va parler de la mini-cut que j'ai réalisée récemment ou sur les 7 dernières semaines. Du coup, mon but était de perdre un max de gras sans pour autant perdre de force, sans pour autant tomber dans de grosses difficultés d'entraînement. Et donc, facilement du coup perdre un peu de gras au cours d'une prise de masse. C'est l'intérêt d'une mini-cut qui peut s'effectuer au cours d'une PDM après logiquement quelques mois au minimum, c'est-à-dire au moins 6-8 mois grand minimum, et l'idée c'est de placer 1 à 2 mini-cuts au cours d'une longue prise de masse pour ensuite faire une vraie sèche évidemment un jour ou l'autre. Et donc effectivement j'avais effectué cette mini-cut. J'avais un peu expliqué sur le podcast sur 2 épisodes pour, après justement mon bilan de mon voyage en Corée du Sud, profiter de la canicule. Il faisait super chaud à ce moment-là en France. J'avais pas très faim parce que j'avais nettement réduit mon volume alimentaire, étant donné que je buvais beaucoup de shakers en Corée du Sud pour me faciliter les petits-déj, etc. Du coup, je n'avais pas trop d'appétit, il faisait chaud, et je me suis dit, en vrai, pourquoi pas le faire maintenant, ça a l'air facile. Et du coup, je me suis lancé dans une mini-cut qui devait durer entre 6 à 8 semaines, hein, c'est à peu près l'intervalle de mini-cut. Et j'en ai fait 7. Je me suis mis en plein milieu, j'en ai fait 7. À la base, je m'étais dit 8, puis à un moment donné, je me suis dit 6, et finalement, j'en ai fait 7. Bon, je vais vous expliquer pourquoi, on va faire la rétrospective de cet événement. Donc cette mini-cut, du coup, pour rappel du coup de son fonctionnement, c'est un déficit qui est plus agressif qu'une sèche normale. Donc l'idée c'est de sécher sur quelques semaines de manière assez agressive, sans pour autant venir dégrader les conditions personnelles. Et après, l'idée c'est de reprendre sa PDM. Donc une mini-cut, c'est ça. Ça s'adresse à des pratiquants qui sont quand même un peu sérieux, on a un petit niveau, et on va se faire une petite pause au cours d'une prise de masse, pour ensuite pouvoir repartir de plus belle. Mon contexte, comme je vous l'ai cité, moi c'était effectivement de faire cette sèche facilement. Et j'étais à peu près au retour de la Corée du Sud, plein d'eau, mais aussi j'ai pris un petit peu de gras depuis la préparation, la compétition de septembre dernier, début septembre dernier. Donc j'avais repris pas mal au cours de l'année et je me situais globalement vers un bon 18-19% de masse graisseuse, un bon 18 en tout cas, qui me permet de dire que c'est pas un mauvais moment pour tomber dedans, et pour faire une mini-cut et redescendre sur un pourcentage plus sain de masse graisseuse. Alors en soi c'est pas dramatique, mais ça reste une idée de redescendre sur une tranche plus saine de masse graisseuse pour produire plus de testostérone au quotidien. C'est l'idée, c'est de pas non plus masser trop lourd pour derrière éviter de perdre en optimalité de production de testostérone et d'avoir des petits soucis tout simplement qui peuvent être liés au surpoids, ou au surplus en tout cas de masse graisseuse. Et donc j'ai pu en bénéficier sur ces 7 semaines. Alors le résultat final, c'est qu'en moyenne, j'ai perdu 4 kilos. Alors bien sûr, sur ce podcast, je vais vous faire le débrief, mais je vais aussi répondre à vos questions que vous avez posées sur la mini-cut, et les questions, les estimations. J'ai fait un sondage pour savoir, à votre avis, combien j'ai perdu en termes de masse graisseuse. Donc je vous ferai mon estimation après résultat. Donc effectivement, j'ai perdu 4 kilos, donc ça vous le savez déjà pour ceux qui me suivent sur Instagram, julien.bbr. Et sur les extrémas, donc sur le poids de départ et le poids final, qui sont au final les poids les plus extrêmes, j'ai fait une perte de quasiment 5 kilos, j'ai perdu 4,85 kg. Donc une belle perte de poids quand même. Sur la première mini-cut, j'en ai fait qu'une seule dans ma vie de mini-cut avant, c'était sur la PDM 2021-22. Avant ma compétition, un an avant, j'avais fait une mini-cut et j'avais perdu 3,1 kg à ce moment-là, sur 8 semaines, j'étais allé au max. Et là, du coup, j'ai perdu beaucoup plus qu'à ce moment-là. Alors, ce qu'il faut savoir, sur une mini-cut, on perd toujours d'office minimum à peu près 1 kg pour la perte de base, plus la perte hydrique, puisqu'on a une perte d'eau, moins de volume en digestion, etc. Donc forcément, on est d'office plus léger de base. Donc cette perte-là, c'est pas de la masse graisseuse. Le reste, au-delà du kilo, c'est du bonus qui est gratté, effectivement, sur la masse graisseuse, voire la masse musculaire si vous faites n'importe quoi, mais c'est plus une mini-cut. Dans ce cas-là, il faut arrêter. S'il y a une perte musculaire, il faut l'arrêter, cette mini-cut, parce qu'elle est là pour ne pas justement avoir ces effets négatifs. Donc si vous vous retrouvez à faire une mini-cut et que vous perdez des perfs, c'est pas bon signe, donc attention. Ça veut dire que ça se passe pas très bien. De toute façon, de base, sur une sèche, ça peut être ok de perdre un peu de perf si c'est volontaire, mais si vous perdez des perfs, c'est que vous gérez pas très bien le truc. Donc pour revenir à nos choux, j'ai cette perte sur ces extrêmes. En termes de mesure, j'ai une évolution à peu près de 2 cm considérable sur les tours.
Mais c'est normal du coup vu la descente de poids puisque c'est pas mal et dans l'idée la proportion de grammes de poids à perdre au cours d'une mini-cut dépend de votre niveau. Pour ma part, je suis quand même sur un niveau extrêmement avancé, donc ça dépend de ma génétique, ça dépend pas vraiment de mon nombre d'années d'entraînement, etc. Ça, c'est pas des très bons indicateurs. Mais par rapport à où j'en suis physiquement, par rapport à ma génétique maximum, je suis pas très loin, on en a déjà discuté plusieurs fois, j'ai peut-être 1 à 2 kg de masse musculaire à prendre. C'est déjà ça, hein. Mais ça me demanderait un investissement considérable que je ne souhaite plus mettre. Donc le podcast s'appelle toujours Next Physique, parce que je compte toujours évoluer, évidemment. Mais je reste quand même à la base avec Maxime créateur de Plaisir et Diète. Et mon quotidien, je souhaite qu'il soit plus arboré de plaisir et de flexibilité de vie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, je m'entraîne toujours 5 à 6 fois par semaine. Sérieusement, les trainings, c'est pas la fiesta, genre vraiment je m'entraîne sérieux. Je cherche quand même à progresser, mais je suis pas dans l'optimalité au max possible d'aller chercher ma génétique la plus maximum possible au naturel, puisque ça me demanderait un investissement monstre, limite m'entraîner 2 fois par jour, en tout cas m'entraîner minimum 6 fois par semaine, ça c'est sûr, et pendant encore un bon moment. Sauf que j'ai plus envie de ça. J'ai besoin d'un peu plus d'autre chose dans la vie. J'aime bien jouer aux jeux vidéo, etc. Mais bref, le podcast ne doit pas être tourné là-dessus. Donc c'est pour vous expliquer un petit peu le contexte. Et ce qui fait que techniquement, mon niveau est quand même relativement avancé. Et cette perte de poids dépend toujours, hein, sèche, mini-cut, de votre niveau. C'est-à-dire qu'un débutant, il peut très bien se permettre de perdre 200-300 grammes grand minimum par semaine, et au maximum 1 kg par semaine. C'est pas un souci. Au-delà du kilo, sauf si c'est une obésité, je ne conseille pas trop parce qu'il risque d'y avoir des dégâts sur la masse musculaire, l'organique. Donc, on fait attention à sa tronche, sa tronche, oui, sa tranche aussi. Mais du coup, cette gamme se réduit en fait. Plus vous allez avancer, quelqu'un d'intermédiaire, s'il perd 200 à 400 grammes par semaine, c'est cool. Au-delà, ça commence à être un peu risqué sur sa masse musculaire. Et quelqu'un de très avancé, on va éviter de dépasser les 300 grammes par semaine, puisque du coup, on vient impacter la masse musculaire. Donc, pour ma part, si vous faites le calcul, en 7 semaines, si j'ai vraiment... je les ai perdus, hein, je mytho pas. J'ai perdu quasiment les 5 kilos en 7 semaines. Bon, on va faire par semaine, hein. J'ai perdu quasiment... j'ai perdu 600 à 700 grammes par semaine. Ce qui est au-dessus de la tranche. Hein. J'aurais pas dû dépasser les 300-400. Alors, en mini-cut, on est plus agressif. Donc, on va dire qu'on est plus sur un 400-500 par semaine, quand bien même j'ai été dépassé. Donc, effectivement, ça c'est le bémol, c'est que sur cette mini-cut, j'ai été trop agressif. Au départ, j'ai été trop agressif, j'en avais parlé sur le dernier podcast. Mais en fait, je pense que je me suis mis un petit peu la pression sur les résultats à obtenir sur cette mini-cut au départ. Et du coup, je me suis dit, vas-y... on va arrondir là-dessus. J'avais fait mon calcul à la base sur je devais démarrer à 2825 cales. Et je me suis mis à 2750, je me suis dit je vais arrondir à 2750, tant pis si c'est plus agressif. Au final, ça a été très agressif dès le départ, et je me suis vite en difficulté. J'étais très fatigué dès la 2e semaine, et ça a commencé à être très dur aux entraînements. 3e, 4e semaine, j'avais très faim. J'ai jamais eu faim comme ça, même en préparation de compétition de bodybuilding à 9% de masse graisseuse. J'étais pas dans cette situation-là. Donc clairement, j'ai abusé sur mon déficit, de par le fait que, voilà, on en a parlé, mais Maxime, il faut qu'il accélère un peu sa sèche, etc. dans les compétitions qui arrivent. Et je pense que le cadre de ça, plus autres événements qui peuvent arriver dans ma vie, je suis pas le plus heureux. Et du coup, je me suis mis trop de pression, en fait. Je vais pas faire un débrief là-dessus, parce que ça, c'est du personnel, mais voilà. Donc, c'est dommage. Mais en soi, le taf est fait. Et au final, on s'y adapte. Dans le sens où je me suis dit, ok, t'as perdu beaucoup, maintenant tu fais attention, tu fais pas des grosses mises à jour, tu vas tranquille, et tu maintiens un déficit suffisant jusqu'à la fin de la période. Et je me suis dit, ok, 6 semaines, c'est terminé. Je me suis dit, 6 semaines, j'arrête parce que sinon je vais dégrader ma masse musculaire et je vais sans doute bloquer sur mes perfs et les bloquer. Et en fait, en adaptant du coup mon agressivité sur le déficit, au final, tout est rentré dans l'ordre. Donc j'ai pu continuer de performer et progresser, à la différence de ces 3 premières semaines qui étaient très dures, et avec un appétit croissant. D'autant plus que une chose qui m'a joué un tour, c'est que je l'ai démarré fin juin, et il a fait super moche ici en Alsace à Strasbourg, depuis 3 semaines quasiment et demie. Il fait pas beau, pas très beau en tout cas, et il fait plus aussi chaud, c'est plus la canicule du tout.
Maxime est venu une semaine ici, j'ai une amie qui est venue ici une semaine. Bref, des occasions sociales aussi, plus de mariage, etc. Du coup, je me suis retrouvé avec pas mal de confrontations sociales qui ne facilitent pas une mini-cut. Mini-cut, à ce niveau-là, c'est aussi exigeant qu'une préparation de compétition. Mais je suis plus en compétition. Donc ici, c'est plaisir idiot. Donc je me suis laissé voguer sur les différentes occasions sociales. Et en fait, ça facilite pas les choses parce que on n'est pas forcément dans son cadre de satiété, être sûr de gérer son appétit. Il y a du hors tracking, mais ça, c'est pas un souci. On est les rois de l'estimation, gérer les calories comme ça et avoir des résultats, c'est pas un problème avec Max et Plaisir Idiot, ça, c'est notre spécialité. Les résultats sont là, ça, c'est pas un souci. Mais c'est surtout que à chaque fois que l'on a une personne qui est assez avancée, comme pour ma part, et qui se retrouve à se confronter avec des repas qui sont hors satiété, mais ça marche aussi pour quelqu'un qui a une sèche difficile, hein, c'est pas un cadeau qu'on se fait. Par exemple, un soir, je vais manger, je fais un mariage, j'étale le repas sur toute une soirée avec le volume alimentaire qui est pas très adapté pour une sèche. C'est difficile, hein. Et ça, plusieurs fois cumulé, ça apporte des conditions mentales qui sont plus dures. Ça va si c'est un événement de temps en temps, mais si c'est 1 à 2 fois par semaine, attention, parce qu'il faut pas que ça finisse en craquage, et du coup, mentalement, ça peut être difficile. Donc c'est pour ça que je trouve que quand on arrive dans une situation de sèche qui est compliquée, qui est liée à de la compétition, ou tout simplement liée à votre style de vie, il faut se méfier quand même de ces sorties-là et savoir bien les gérer. Et surtout se limiter, en fait, tout simplement, de dire, voilà, là il y a rendez-vous au bar, ça marche, j'y vais, mais au bar, ça sera juste du Coca zéro, quoi. Parce que sinon, si je prends une bière, j'ai 250 calories en moins, et les 250 calories, moi je veux bien les manger en poivron et en pommes pour être calé, quoi. Donc voilà, difficile mentalement. Je pense que j'ai jamais été dans cette situation-là sur autre sèche. J'ai trouvé... Je trouvais ça difficile en termes de confort. Niveau performance, j'ai vite repris mes droits. Au début, ça a été très dur sur les exos lourds, notamment les RDL, exercice que j'utilise pour mes ischio-jambiers principalement, mais aussi utilisé pour les fessiers et les érecteurs spinaux. Et ça a été une catastrophe. J'ai rapidement perdu mes droits, mes perfs sur cet exercice, et je les ai remontés après. Donc au fur et à mesure, mais là je suis encore en train de les remonter, ça grogne. Après tous les autres exos d'ischio, je suis bon. Je performe, je suis mieux qu'avant au début de la sèche. Tous les autres groupes musculaires, tout va bien. Donc en soi, tout est en progression et j'ai retrouvé de bonnes conditions sur cette mini-cut qui finit très bien, avec une belle perte. Donc en termes de comparaison, la dernière fois que j'ai fait un niveau de masse graisseuse, que j'avais un niveau de masse graisseuse similaire à aujourd'hui, en juin l'année dernière, donc il y a 1 an, mai-juin de l'année dernière. Entre-temps, j'ai eu du coup cette prise de masse post-compétition. Qu'est-ce que ça a donné ? En fait, du coup, ça nous permet de voir les résultats. Cette mini-cut, à comparaison, de retrouver le taux équivalent où vous étiez, en fait, dans le passé, ça vous permet de comparer, en fait. Dites-vous, par exemple, voilà, mon tour de taille, je sais que c'est un endroit où je stocke. Je reprends la dernière fois où j'ai fait un tour de taille assez similaire, et je regarde où en sont les autres mesures. Ici, du coup, on va regarder par exemple le tour de biceps ensemble. Le tour de biceps, je stocke pas du tout. Hein. Mes mains, mes avant-bras, etc. Je sais pas si vous voyez, mais je suis toujours. J'ai rien dessus. Hein, vraiment. Je stocke rien du tout dans les bras. Alors, du coup, c'est sûr que pour les prises de masse, je ressemble pas du tout à un bodybuilder. Mais c'est pas grave. Du coup, sur 1 an, j'ai pris 1 cm de tour de bras. Plutôt content parce que ça, c'est cool. Vu ma génétique, c'est vraiment sympa. Sur le tour de cuisse, j'ai fait une augmentation de 1 cm aussi. Ça, c'est sympa aussi, mais je pense que j'ai un peu de stockage aussi qui différencie. Le tour de pec dos, qui est ma priorité de progression, j'ai pris 1 cm. Donc ça aussi, c'est corrélé, puisque sur les pecs dos, on va aussi parfois utiliser les triceps et le biceps pour des tirages, et donc du coup, forcément, mes bras ont aussi pris en conséquence, même si j'ai pas fait des bras du tout... mes priorités ou des changements particuliers, ils ont aussi bien progressé en conséquence. Le tour de mollet, qui a progressé de 1 cm, on prend. Notamment, en fait, ces 2 derniers tours que je vous ai cités ont bien progressé. Tour de fesses, ça n'a pas changé. Ces 2 derniers tours ont pas mal progressé parce que j'en fais ma priorité et au niveau des juges de ce qui a été vu la compétition, je manque de densité au niveau du dos. Je vous mets les photos d'ailleurs de mon évolution sur cette mini-cut à ce moment-là, si vous voulez les voir en direct sur Spotify ou YouTube.
Mon dos manque de densité. J'ai besoin de plus de pecs, mais ça, c'est ma génétique. Je n'en prendrai pas non plus des masses dans ma vie. Et après, les legs, j'ai pu reprendre parce qu'à ce moment-là de la préparation de l'année dernière, j'ai dû réduire mon volume de jambes au cours de la sèche parce que j'avais de grosses douleurs au genou. Et donc, du coup, j'avais forcément un tour de cuisse qui était moins important. Donc, j'ai peut-être pas tant pris de cuisse que ça par rapport à mon prime cuisse, le prime BBR cuisse. Il a pas tant bougé que ça en fait. De toute façon, c'est pas le but. Hein. Mon but, c'est juste de garder les legs que j'ai aujourd'hui, ça me va très bien. Et voilà, pour les résultats de cette mini-cut. Donc en soi, assez content. Vos votes pour la masse graisseuse, selon vous, j'ai perdu et je suis descendu à peu près, là donc c'est le vote du jour, vous me dites que je suis vers les 12% de masse graisseuse. Pour beaucoup, vous dites ça. Hein. Bon, beaucoup de 9-10. En tout cas, vous êtes gentils, il n'y a pas grand monde qui me met au-dessus de 13. Personne qui me met au-dessus de 13. Alors, évidemment, vous n'avez pas les photos du après, donc quand vous regardez le poids perdu, bah vous oubliez cette condition, cette chose que j'ai citée au début du podcast, c'est l'eau que l'on perd et la rétention d'eau que l'on perd. Alors, la seule chose que j'ai arrêtée au-delà de l'eau et des pertes de base, c'est-à-dire je mangeais beaucoup, je mange moins, donc j'ai moins de sel, etc., c'est le gluten que je mange moins au cours des mini-cuts, des sèches, etc., parce que ça me biaise de fou mon évolution, vu que le gluten, je le digère pas très bien, et que, perso, je craque de fou sur la bouffe italienne. Du coup, c'est le seul truc où il faut savoir que sur ces photos, ça joue, sur ces photos, sur ce poids, ça joue, parce qu'en soi, sinon tout le reste, j'ai pas fait de conditions de photos, hein. Vous dites pas, j'ai pas triché sur les photos, juste j'étais bronzé à la fin, quoi. Bon, ça, j'y peux rien. Et encore, je bronze pas, je reste juste assis 30 minutes sur mon ordi à la terrasse, par après-midi. Mais voilà, et du coup, j'ai pas rajouté, voilà, les gars, pour prendre la photo du après, je me suis pas mis à arrêter d'autres choses. Hier, je buvais encore j'avais encore des édulcorants sur la journée, plusieurs boissons zéro. Je mangeais encore du chocolat, j'ai pas arrêté les phone maps, etc. Bref, c'est pas un shooting photo sur le après. Hein. Je me suis pas mis en condition comme si j'étais en sèche d'ailleurs de compétition où vous dites bien que tout ça on fait attention. Là non, je me fais kiffer. La veille en story, je vous ai montré que je mangeais des glaces. 2 jours avant, j'étais en train de manger un pot de glace. Tout va bien. Mais du coup, on a dit que c'était une sèche plaisir et diète maintenant. C'est pas une prépa de compétition. Et ça, peut-être un jour il y en aura une, mais c'est pas sûr. Donc du coup, je voulais juste faire ma mini-cut en mode, je vous montre mon quotidien en kiffant. Et ce matin, je vous montrais que je remangeais des crêpes gluten, tranquillement. Et voilà, maintenant on va répondre à vos petites questions par rapport à la mini-cut, ce que vous m'avez demandé sur la sèche. Alors, du coup, pour cette mini-cut, Camille qui disait hâte de voir l'avant-après. Alors l'avant-après, vous l'avez en avant-première ici sur le podcast, et je la publierai je pense sur Instagram, je sais pas, peut-être. Est-ce que j'ai intérêt de la publier? Elle est bien il est bien mon avant-après? J'ai besoin de votre approbation. Romain, après la mini-cut, tu fais une reverse diet. Bonne question, Romain. Tout d'abord, je repasse à maintien. Donc, je repasse à mon maintien qui est à peu près vers les 2900 cal et quelques pour 2-3 jours. Je regarde un peu comment ça se passe. Et si ça va, c'est correct. Je me mets un léger surplus, donc je vais monter un peu au-dessus. Donc mon léger surplus il démarre vers 2950-2975 cal, donc je suis en train de quitter les 3000 cal, hein. Je me fais vieux. Non, en fait, c'est surtout que mon surplus n'est plus le même que quand j'étais débutant. Et j'ai un métabolisme qui est peu adaptatif. Donc pour vous dire le truc, vous l'avez du coup, ma sèche agressive démarre à 2750, je perds 1,8 kg en moins de 10 jours, quand même. En 8 jours. 8 jours, j'avais perdu 1,8 kg. 2750, c'est agressif pour moi. 2900, je suis à maintien. Donc c'est pour vous dire tellement mon métabolisme est très adaptatif et la moindre modification apporte de grands changements. Donc c'est pareil, les surplus caloriques, il faut pas que j'abuse parce que je m'y adapte pas du tout. Il y a plein de gens qui s'y adaptent, ils arrivent à manger énormément. J'aimerais bien, pour les prises de masse, ça serait cool, mais c'est pas mon cas. Par contre, en sèche, je descends pas très bas, mais par contre, je suis vite dans la mouise et à 2700 cal, je pleure. Par contre, à 2900, je suis bien, je suis tout rond. Tout va bien, mais c'est full corps et bien. Donc ouais, Romain, d'abord je repasse un maintien, et après je passerai sur un léger surplus. De manière générale, je conseille toujours de repasser d'abord sur son maintien, quelques jours pour voir comment ça se passe, et après repasser sur son objectif directement, sauf cas extrême, voilà. Là je parle de la mini-cut,
Mais je sais pas, si c'est quelqu'un qui est en anorexie, on va pas attendre et on va tout de suite passer en prise de masse. Faut pas attendre. Donc voilà, ça dépend de votre cas. Alexia qui disait oui. Merci Alexia. Et Romain qui nous demande combien de déficit calorique sur une mini-cut. En fait, ton pourcentage doit être minimum de 10% par rapport à ta maintenance. Donc je te conseille au moins 10%. Faut pas hésiter à taper le 15. Perso, là, j'ai tapé du 15. Et encore, j'ai abusé. Je suis allé à 17. Body pas trop gras, mais ça sera quand même du bien. Je te déconseille de faire une mini-cut avant de dépasser les 14% de masse graisseuse. Oui, d'ailleurs, votre question là, sur la masse graisseuse, je vous ai pas dit où je me situe. Par rapport aux photos que vous pouvez voir, vous pouvez du coup faire la petite comparaison. Pour beaucoup, vous avez été très gentil, vous m'avez mis sous les 13%, vous m'avez mis à 12% en moyenne, beaucoup de 10% aussi. Si je fais vraiment une moyenne en vérité, vous m'avez mis à 11-12%. Je suis pas 11-12 les gars, je suis pas du tout à 11-12 sur le après, on est à 14-15% facilement sur ce résultat final. Et je pense que ce qui biaise votre calcul, c'est sans doute soit mes mollets, soit le fait qu'on voit mes abdos. Ou pour beaucoup, et ça j'ai remarqué, on en avait parlé un petit peu avec Max cette année sur le podcast, c'est que j'ai remarqué une forte tendance pour les gens à abuser un peu sur leur prise de masse et se considérer comme beaucoup plus secs qu'ils ne le sont en réalité. Et c'est d'ailleurs, j'en ai parlé à la salle de sport avec Evan qui écoute peut-être cet épisode, mais en fait, c'est pas le relief musculaire qui vous fait sécher. C'est pas parce que vous avez plus de muscles et qu'on voit des reliefs quelque part que vous êtes plus sec, les gars. Ça n'a rien à voir. Vous avez pris de la masse, vous êtes plus massif, mais ça fait pas de vous des gens plus secs. Et j'ai remarqué que, je trouve que les pratiquants sérieux de nos jours, beaucoup de jeunes, abusent de fou sur leur prise de masse. Pour moi, pour beaucoup, c'est des prises de mousse, quoi. C'est vraiment sympathique. Alors, je prône pas le fait d'être sec au quotidien, mais la science, on peut pas la contredire là-dessus. Là, le niveau de production hormonale est beaucoup plus intéressant quand on n'est pas trop gras. Après, vous faites ce que vous voulez, tout le monde fait ce qu'il veut, il n'y a pas de problème majeur à être un peu au-dessus de ce taux-là. On a tous un body fat set point qui est différent. Certaines personnes ont plus de forme que d'autres et ont peut-être plus besoin d'avoir un pourcentage de masse graisseuse plus haut. Il est certain que parfois, pour masser vraiment, il faut aller chercher un certain surpoids, mais après, il y a surpoids et surpoids, quoi. Donc, voilà. Pour ma part, je pense que si j'abusais, je terminais à... Donc là, je démarrais à sèche, je faisais 89,4 kg. Si j'avais terminé... si un jour, je termine une sèche à 95 kg, 100 kg, je doute fortement de la viabilité des gains que j'aurais effectués sur une telle prise de mousse, quoi. Et du coup, en vrai, le fait que beaucoup de gens, du coup, me situent là sur le sondage à 12-11%, ça montre bien que juste le fait de voir des muscles ou de voir un peu d'abdos, on se dit, il est forcément sec. Sauf que j'ai une sangle abdominale qui est assez forte, j'ai pas beaucoup de stockage à cet endroit-là, et vous oubliez qu'il y a d'autres endroits pour stocker. Il y a les cuisses, il y a les fesses, il y a le dos, vous pouvez stocker à plein d'endroits, et chacun est différent là-dessus. Et du coup, ça veut pas dire que si on voit une zone sèche, que tout le reste, du coup, est sec aussi. Et que, du coup, le pourcentage est plus faible. Ou pas parce que on voit un muscle, donc par conséquent, cette personne est sèche. Pas du tout. C'est du relief supplémentaire. Mais en soi, ça change pas les niveaux de masse graisseuse. Donc voilà. En soi, il n'y a pas de warning particulier. Je dis pas que... à 20% c'est dramatique, mais les faits sont là, la production de testostérone sera beaucoup plus faible, et les niveaux de santé de manière globale seront moins intéressants que quelqu'un qui est plus sec. Alors après voilà, il y a sec et sec, 10% c'est sec, mais il y a une diff entre être à 10 et être à 20. Donc pour ma part, si je termine à 14-15 ma sèche, je me trouve en plein milieu, c'est plutôt sympathique. Maintenant, l'objectif, c'est de pas remonter au-dessus des 20. Donc, on va y aller mollo. Même si j'ai de beaucoup de choses à tester, et pour la vidéo YouTube de Plaisir et Diète qui arrive, ça va être assez sympa. Il va falloir un petit peu gérer les événements, parce que j'ai pas plus de 3000 cales pour l'instant. Donc voilà, les athlètes, j'espère que cet épisode vous aura appris plein de choses, que ça sera utile de votre côté, que bien sûr vous n'hésiterez pas à respecter notre petit pacte si je vous ai un petit peu aidé, de mettre une note sur le podcast, de mettre un like sur YouTube, qu'importe votre plateforme de m'aider. Si vous avez besoin de plus de conseils et d'informations sur la mini-cut, j'ai fait un épisode complet
qui a été publié, c'est l'épisode 10 du podcast, comme ça je vous le trouverai plus facilement. C'est l'épisode 10, donc il date d'il y a 2 ans, mais il est toujours d'actualité à 100%, il est nickel, je vous invite à l'écouter cet épisode, vous allez apprendre sans doute plein de choses qui vous seront utiles de votre côté. Si vous voulez peut-être en faire un de ces 4 de mini-cut qui peut être utile au cours d'une période de progression de prise de masse, ça peut être sympathique d'en faire à peu près une à mi-parcours, ça peut être sympa. Et comme je disais, pas avant d'atteindre 13-14% de masse graisseuse, sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt, vous êtes encore sec. Donc voilà, j'espère que ça vous servira et que l'on se retrouvera en bonne condition, que ça se passe bien de votre côté, pour le prochain épisode de podcast qui sera bien sûr le talk des coachs avec Maxime. Un peu de ralentissement sur la publication des épisodes, j'essaye d'en faire un toutes les 2 semaines en ce moment pour gérer tous les contenus et les petites nouveautés. Il y a de la nouveauté qui va arriver sur Plaisir et Diète début septembre, donc on bosse pas mal dessus et du coup pour l'instant on est à peu près sur ce rythme là de vidéos, de podcast 1 semaine sur 2, comme ça j'alterne entre une semaine c'est le podcast avec vous et une semaine c'est une vidéo YouTube sur Plaisir et Diète. Ça marche? On se retrouve du coup avec le talk des coachs la prochaine fois. Salut les athlètes, merci pour votre écoute. Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Next Physique. Je suis Julien, le créateur de ce podcast Next Physique, mais aussi de Plaisir et Diète et coach du coup dans cette team. La team qu'on a aujourd'hui en coaching de Plaisir et Diète, c'est bien développé. À la base, c'était MFT et ça existe depuis plus de 3-4 ans, maintenant 4 ans. Et on a aidé des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement, mais aussi juste devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, MFT, Plaisir et Diète, on souhaitait unir les meilleurs conseils et spécialistes pour obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète à sa façon. Et c'est pour ça qu'on nous appelle les athlètes en fait. Chez Plaisir et Diète, dans notre façon de voir les choses, on a toujours voulu le maximum de l'optimisation, le meilleur de la personnalisation avec un maximum de disponibilité. Et tout ça sans pour autant que les personnes avec lesquelles on travaille soient frustrées dans leur sport, dans leur diète ou au quotidien. Et désormais, on sait qu'on est plutôt des experts en la matière. Easy peasy. On a agrandi nos capacités d'accueil en coaching, on a créé une vraie équipe soudée parmi les coachés et à l'intérieur de l'équipe de Plaisir et Diète, c'est-à-dire nous-mêmes. À la base, on était juste 2 et maintenant on est plus de 5. On se rencontre régulièrement et l'ambiance de chat est toujours présente. On a un chat privé avec l'équipe, c'est toujours une vraie ambiance, une famille en fait. Même le côté entraide est ultra développé et parfois on s'absente une demi-journée et tout le monde a déjà répondu aux questions des autres. On n'a même pas eu la possibilité de les aider. C'est ça la team Plaisir et Diète, c'est ça la team PR. On veut le meilleur pour chacun de nos élèves. On a une bibliothèque d'applications mobiles, de guides et de calculateurs d'outils pour le coaching, une interface de suivi en direct avec le coach référent, moi par exemple, et le chat de groupe. On a un groupe Facebook, on a plein de lives explicatifs dessus et des tutos techniques. Toutes les semaines, on met tout en œuvre pour que l'entièreté du programme fonctionne pour la personne. Pour ça, on a un bilan de la semaine, on n'hésite pas à vous appeler, on met en place un vrai suivi où on est présent tous les jours par message pour assurer la meilleure évolution possible de la personne. Et c'est pour ça qu'on fait du coaching en ligne. Un bilan de la semaine est mis en place toutes les semaines entre le coach et le coaché. Ça nous permet de statuer sur les différents points d'évolution autour de la nutrition, du sommeil, ou même d'autres informations générales. Les coachings, c'est un tandem, c'est entre vous et nous. Et une équipe, ça doit avancer ensemble. Pour ça, on vous prépare le terrain, on assure vos arrières, on fait le job, et après, c'est à vous, sur le terrain, de faire ce qu'il faut. On vérifie chacun de vos mouvements via des vidéos à nous envoyer afin d'optimiser votre entraînement. Et ça, on met un point d'honneur dessus pour que à la fois, vous ne vous blessiez pas, et ensuite, que vous gagnez un maximum de muscles et de force. Pour ma part, les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est sans doute que tu es intéressé par l'optimisation de tes résultats et qu'on ira loin ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram par message pour qu'on en discute, ou tu peux remplir le questionnaire qu'il y a en description de ce podcast et tu pourras ainsi candidater et on prendra un rendez-vous ensemble pour en discuter directement de vive voix. Plus d'informations sur le suivi en lien en description.